Et maintenant, eh bien, on va s'attaquer un petit peu au gros morceau de cette semaine. C'est la sortie eh bien, de la nouvelle collection découverte de Panini Comics que vous pouvez voir hop là, tout ça là, hop, qui est juste derrière moi, qui est cette collection eh bien, que Panini Comics nous propose eh bien, maintenant depuis quelques temps et qui propose eh bien, à un prix très attractif de 6,99 € des grands récits de l'univers Marvel eh bien, pour permettre un petit peu à tous et toutes de se lancer dans cet univers à moindre frais et surtout en partant sur des immenses lectures qui ont marqué eh bien l'ère moderne ou plus ancienne de super-héros de la maison des idées. Donc, du coup, on va vous faire ça un petit peu dans l'ordre. Le premier eh bien, qui est sorti, c'est l'arc du soldat de l'hiver de la série Captain America, scénarisé par Ed Brubaker et en partie dessiné par Steve Epting et Michael Lark, qui est du coup ce volume qui avait réintroduit le personnage de Bucky Barnes, du soldat de l'hiver, dans la continuité Marvel, qui avait servi d'adaptation et bien évidemment pour le deuxième film de Captain America, et qui est vraiment fantastique. C'est l'époque où on est au début des années 2000, et c'est le moment où Ed Brubaker, après une valse assez importante de scénariste, reprend le destin en main de Captain America pour une bonne dizaine d'années, et où il va complètement régénérer le personnage en faisant une série à mi-chemin entre du super-héros un petit peu plus classique, mais surtout en y injectant une bonne dose de thriller et de polar, des thrillers un petit peu politiques dignes des années 70, comme Le Jour du Condor, ou ce genre de choses-là, qui inspireront en même temps le film qui en a été tiré, et qui est vraiment fantastique. Dans ce volume-là, évidemment, on va voir les retrouvailles entre Steve Rogers et Bucky Barnes, des retrouvailles quelque peu musclées, avec la nouvelle condition un petit peu de Bucky. J'imagine que c'est des choses un petit peu que vous connaissez si vous avez vu le film, mais qui sont vraiment délicieuses à lire. Ed Brubaker est vraiment un maître du suspense, qui arrive vraiment à nous tenir en haleine sur toute cette saga-là, qui montre la désorientation complète de Captain America, qui ne sait plus trop où il est, qui ne sait plus trop quoi croire, et et qui nous emmène vraiment dans une saga qui est vraiment culte, hein. Si ça a été adapté aussi rapidement au cinéma, c'est pas pour rien, et en tout cas vraiment c'est super chouette. Ça permet de mettre le pied un petit peu à l'étrier sur cette grande époque de Captain America, et surtout sur les scénarios de l'incroyable Ed Brubaker, qui je pense n'a proposé que des grandes séries. Je ne trouve pas un seul mauvais comics dans sa bibliographie. Donc voilà, si vous êtes fan de polar et de thriller psychologique, partez sur ce Captain America Soldat de l'hiver, c'est vraiment génial. On enchaîne avec la sortie des Gardiens de la Galaxie sur les Cosmic Avengers. Pareil, là, on se retrouve plutôt au début des années 2000, et la relance des Gardiens de la Galaxie par Brian Michael Bendis et Steve McNiven, accompagné par l'artiste Sarah Pichelli. Le principe de cette série-là, c'est qu'elle sort à peu près au même moment que le film des Gardiens de la Galaxie, et qui fait partie d'un effort conscient de Marvel, qui voulait remettre en avant ces personnages qui, disons, avaient vécu évidemment une grande renaissance dans les années 2000 sous la plume de Dan Abnett et Andy Lanning, avec la saga Annihilation Conquest, les Gardiens de la Galaxie et Thanos Imperative, du coup, où Star-Lord et le personnage de Richard Rider avaient trouvé un destin assez funeste. Mais c'est le moment de faire revenir un petit peu les personnages, et Brian Michael Bendis va vraiment retravailler complètement l'équipe en y injectant à la fois des éléments qui seront au cinéma, notamment la caractérisation du personnage de Star-Lord, cette espèce de vaurien un petit peu au grand cœur, un peu gaffeur, mais passionné par la culture de la Terre ou des choses comme ça, en y injectant un côté un petit peu plus drôle ou des choses comme ça, mais en gardant toujours l'aspect très épique, très cosmique qui avait été ceux des Gardiens durant les années précédentes, pour nous donner le parfait mélange de tout cela. C'est vraiment plutôt une bonne entrée en matière pour découvrir un petit peu les Gardiens de la Galaxie. Le principe de cette série, c'est notamment que le personnage de Iron Man en a un petit peu marre de la Terre. En fait, il a envie de faire un petit peu une pause, et il part donc avec son copain Star-Lord et Gamora, Drax, etc. dans l'espace pour un petit peu se changer les idées, sauf que ça va être assez de courte durée, parce que des grands dangers menacent la Terre, notamment l'empire de Spartax, du père de Star-Lord, et d'autres invasions un petit peu extraterrestres que les Gardiens vont devoir mettre un petit peu à mal. Donc du coup, c'est vraiment parfait si vous aviez envie de découvrir un petit peu cette équipe en comic book après les avoir vus au cinéma. C'est magnifique
magnifiquement dessiné par Steve McNiven, qu'on retrouvera un petit peu plus tard dans cette collection, qui a un trait un petit peu réaliste, vraiment du plus bel effet, et il est accompagné sur la fin de l'ouvrage par Sarah Pichelli, qui est bien notamment la créatrice du personnage de Miles Morales avec toujours Brian Michael Bendis. Donc voilà, les Gardiens de la Galaxie Cosmic Avengers. Troisième entrée du coup avec la ressortie du premier arc Thor par Joe Michael Straczynski et Olivier Coipel. Alors ça vraiment c'est un comics très culte qui a beaucoup marqué l'univers de Thor. Le principe pareil c'est qu'on va se retrouver sur une relance du personnage, pareillement au cours de l'année plutôt 2007-2008, après une grande saga catastrophe du coup dans l'univers de l'Asgardien, du coup le grand Ragnarok. Tous les personnages de l'univers de Thor en fait étaient morts, et Thor lui-même en premier lieu, et il est temps après Civil War de faire revenir le personnage. Et pour cela Marvel va se commander les services de Joe Michael Straczynski, qui faisait déjà des merveilles sur Spider-Man à l'époque, mais qui est surtout un scénariste qui a beaucoup travaillé à la télévision, notamment il est le créateur de la série culte Babylon 5, ou bien de la série Sense8 avec les sœurs Wachowski, et donc qui va reprendre en main le personnage de Thor et lui a injecté vraiment un gros côté heroic fantasy matiné de drame shakespearien, où Thor Thor et le personnage de Donald Blake, qui est l'alter ego de Thor, vont ressusciter et vont tenter de faire revenir tous les membres d'Asgard après le Ragnarok, en montrant un petit peu un nouveau cycle. Seul changement de ce nouveau cycle des Asgardiens, c'est que Odin est mort à tout jamais, il ne reviendra pas, et c'est du coup maintenant Thor qui devient le roi d'Asgard et qui va devoir porter un petit peu tout ça sur ses épaules. Cette relance, elle est notamment magnifiée par le dessin de Olivier Coipel, ce dessinateur français qui fait maintenant, on peut le dire, partie des plus grands dessinateurs de sa génération, et qui va vraiment complètement réiconiser Thor, à la fois en revenant à un design classique proche de Jack Kirby et en y injectant des choses très personnelles, notamment, je ne sais pas si ça peut se voir, mais Olivier Coipel avait annoncé que l'une de ses sources d'inspiration un petit peu pour le design de Thor, sur son visage notamment, c'était un côté très lion en fait. Il avait dit qu'il avait voulu donner une posture en fait très imposante, et qu'il s'était inspiré un petit peu des lions pour lui donner un petit peu cette ambiance là. Donc voilà, c'est vraiment génialissime, c'est hyper beau, le côté un petit peu shakespearien de l'ensemble est vraiment assez passionnant à suivre, avec des idées vraiment très intéressantes qui vont donner du corps à Thor pour les prochaines années. Dans cette volume là, on peut notamment noter le retour en fait de Thor face à Iron Man, qui vient lui régler ses comptes après le Civil War. Donc voilà, un moment qui a été assez important pour le Marvel de la fin des années 2000, et pour Thor même en règle générale, parce que si vous pouvez le voir, le design un petit peu qui est donné à Thor ici par Olivier Coipel sera le design qui sera donné au personnage dans sa première adaptation cinématographique, et je pense que le choix du réalisateur Kenneth Branagh, à l'époque justement acteur shakespearien s'il en est, n'était pas forcément dû au hasard, et que je pense que ça doit un petit peu à Monsieur Straczynski quand même. Donc voilà, un très bon moyen de se lancer dans l'univers du dieu asgardien. Ensuite, on enchaîne avec la ressortie du Daredevil Man Without Fear, l'homme sans peur, cette saga pareil complètement culte qui va raconter les origines du personnage de Daredevil, narré par Frank Miller, qui avait déjà fait des merveilles sur le personnage durant les années 80, qui avait complètement magnifié le personnage dans l'arc Daredevil Born Again, qui avait vraiment une des pierres angulaires du Marvel, de la fin des années 80 et du début des années 90, est sans doute considérée aujourd'hui comme une des plus grandes sagas jamais racontées chez Marvel, et qui revient une dernière fois sur le personnage de Daredevil pour en raconter ses origines, dessinées par Monsieur John Romita Jr., qui fera un petit peu après un run fantastique sur le personnage, accompagné de la scénariste Anne Nocenti, et ils vont tous les deux nous proposer vraiment une très belle réinterprétation des origines du personnage, dont vous avez vanté les mérites dans la rétrospective qu'on avait fait sur Daredevil il y a maintenant un petit peu plus d'un an. Donc voilà, je ne sais pas
que vous dire de plus sur ce récit-là, à part que c'est vraiment un classique indémodable, que toutes les adaptations de Daredevil qui ont été faites après se sont basées sur ces origines-là et pas d'autres, que c'est vraiment très très beau. Je trouve que John Romita Jr. est vraiment au sommet de son art à ce moment-là, sur ce Daredevil, notamment ancré par le légendaire Al Williamson, qui est un des grands dessinateurs de Marvel des années 70, notamment sur Star Wars. Voilà, qui tous les deux proposent vraiment des planches assez magnifiques, dans une ambiance toujours très noire et très urbaine, concoctée par le bon Frank Miller. Ensuite, eh bien, on continue un peu dans ces années-là avec le Wolverine Arme X de Barry Windsor Smith, qui est pareil, un ouvrage incroyable, qui va nous raconter comment Wolverine a eu ses griffes en adamantium. C'est une série à la base qui était présentée dans un magazine qui s'appelait Marvel Comics Présente, et où il y avait juste en fait quelques pages tous les mois qui étaient proposées, et qui était un espèce de petit espace de liberté où plein d'auteurs en fait pouvaient donner des interprétations un peu qui changeaient un petit peu de l'habitude des personnages de Marvel. Et l'auteur en fait Barry Windsor Smith, notamment connu pour ses comics Conan dans les années 70, pour son travail sur les X-Men, notamment dans un double épisode sur Tornade absolument légendaire, où Tornade a perdu ses pouvoirs et retourne en Afrique, va scénariser, dessiner et coloriser cette aventure de Wolverine vraiment incroyable. Moi je trouve ça fait vraiment partie des... c'est vraiment, moi je trouve, une œuvre d'art à part entière, ce Wolverine Arme X, parce que pour l'époque, l'auteur va vraiment nous proposer des trésors de narration et de représentation. Il y a vraiment un côté très adulte et très mature dans la manière dont cette histoire est racontée, comment deux scientifiques vont capturer Wolverine pour faire des expériences sur lui et lui injecter un squelette en adamantium. Et toute l'histoire est pratiquement racontée du point de vue de ces journalistes qui du coup déshumanisent complètement Wolverine, le traitent comme un animal et tentent de réveiller l'aspect vraiment bestial en lui. Et on va voir un Wolverine très touchant qui va subir toutes ces exactions et qui va au fur et à mesure tenter de se rebeller et de sortir et réveiller vraiment toute la violence qui mane en lui. C'est vraiment, moi je vous dis, un très beau récit sur l'animalité, sur la violence, beaucoup de choses. Je trouve qu'il y a dans ce récit-là, un aspect très intéressant où Barry Windsor Smith nous montre pratiquement toujours les scientifiques avec des lunettes où il est impossible de voir leur regard, alors que le regard de Wolverine, justement, lui très apeuré, très résignant, est toujours montré de superbes manières. Donc je vous dis, un ouvrage incroyable, qui était vraiment en avance de bien des années sur son temps, et qui est extrêmement fort, d'une mélancolie incroyable, et voilà, où il nous montre que les véritables monstres et les véritables animaux, quelque part, c'est les hommes, et surtout les hommes qui font de la cruauté sur d'autres. Donc voilà, je vous dis, si ce n'est pas encore fait, le Wolverine Arme X, c'est légendaire, c'est incroyable, c'est un chef-d'œuvre, un des grands chefs-d'œuvre de Marvel. On continue dans les très très grands ouvrages très cultes de Marvel avec la sortie de Civil War de Mark Millar et de Steve McNiven. On y revient. Du coup, cet arc complètement vraiment aussi génial du début des années 2000, en fait, de 2006, chez Marvel Comics. Je trouve, moi, donc, est-ce que j'ai encore besoin de vous présenter, il y a eu évidemment un film qui adapte en partie cette histoire. Le principe, c'est que un super méchant, en fait, du nom de Nitro, va faire un petit peu des exactions, en fait, dans son coin, et va tenter d'être arrêté par une équipe de jeunes super-héros qui s'appelle les New Warriors. Cependant, ces jeunes héros vont faire quelques petites gaffes, et en tentant d'arrêter ce Nitro, ce dernier va utiliser ses pouvoirs et complètement raser une partie d'une grande ville, et notamment une école pleine d'enfants. Ça va être un immense tollé dans l'opinion américaine, qui va donner la responsabilité de cet acte justement aux super-héros, qui sont considérés comme pas assez vigilants, trop bellicistes, et du coup va se lancer tout un débat dans la société américaine pour savoir s'il faut réguler ou non l'action des super-héros, notamment en leur demandant de se recenser et de donner leur identité secrète à l'armée pour pouvoir fonctionner avec elle. Certains héros vont
rejoindre un petit peu cette opinion portée par le gouvernement américain, notamment le personnage de Tony Stark, Iron Man, qui va porter ce projet de loi accompagné de Reed Richards ou bien de Hank Pym, et d'autres comme Captain America qui eux portent haut et fort les droits civiques américains, sont complètement en rébellion contre cette loi et va s'enclencher du coup entre les camps des deux personnages, une guerre fratricide qui va les voir se s'entre-déchirer et qui est une histoire vraiment assez dramatique et forte. Moi je trouve que c'est l'une des histoires les plus politiques qu'on ait pu voir chez Marvel. C'est une histoire complètement ancrée dans une ambiance très post-11 septembre, et qui évoque sans se cacher du projet de loi en fait de l'administration Bush du Patriot Act, qui c'était cette loi en fait extrêmement liberticide qui avait été votée par le gouvernement américain justement pour tenter de faire face au terrorisme, et qui au contraire renforçait la mainmise de l'État sur chaque individu, et qui avait du coup à l'époque vraiment divisé la société américaine. Vous vous rappelez sans doute peut-être cette fameuse phrase de George Bush qui disait soit vous êtes avec moi, soit vous êtes avec les terroristes, en parlant justement de ce projet de loi. Et c'est ce qui va être mis en scène dans cette histoire-là, où du coup la division de la société américaine va être mise en scène par le personnage de Captain America et de Iron Man, et c'est vraiment assez, moi je trouve assez fort, assez puissant. C'est un constat vraiment assez amer sur la société américaine proposé par Mark Millar, qui je le rappelle à la base est écossais, donc du coup amène son regard un petit peu d'européen sur cette situation américaine. Mark Millar, il avait déjà proposé un petit peu une analyse de l'Amérique en fait post 11 septembre avec la saga des Ultimates, mais là pour moi il va encore plus loin dans tout cela, et sans trop vous en révéler, moi je trouve que la conclusion de cette disons vraiment très amère, et notamment si on considère que Captain America représente la liberté et le côté plus complètement de liberté, de droits civiques en fait américains, et qu'on considère qu'Iron Man lui représente le commerce des armes et le capitalisme, la conclusion est assez glaçante et le constat est vraiment très très amer. Donc moi je vous conseille de vous jeter sur Civil War si vous n'avez vu que le film, parce que la bande dessinée, même si elle est vraiment assez dépressive et assez noire, est assez passionnante, et surtout elle est passionnante à remettre dans le contexte de l'époque. Donc voilà, moi j'aime vraiment beaucoup cette œuvre-là, malgré le fait qu'elle nous montre des héros vraiment torturés qui commettent parfois des choses complètement horribles. Hop. Dans la continuité de Civil War, l'un des grands événements peut-être que vous connaissez, c'est le fait que Peter Parker va révéler son identité au monde, il va révéler qu'il est Spider-Man, parce qu'à la base il se range du côté de Iron Man. Cependant, ça va lui jouer des tours, parce que le personnage de Spider-Man a beaucoup d'ennemis, et notamment le personnage du Kingpin qui va engager des tueurs pour tenter d'assassiner Spider-Man. Heureusement, Peter Parker va réussir à en réchapper, mais disons que c'est Tante May qui va être touchée, et disons que ça va plonger Spider-Man dans beaucoup de tristesse, d'incapacité, où il va tenter de sauver Tante May, et où il ne va peut-être pas y arriver, et où il va peut-être aller jusqu'à passer un pacte avec le diable, avec Mephisto, pour tenter de la sauver. Et tout ça c'est raconté dans l'arc Spider-Man Un jour de plus, scénarisé par Joe Michael Straczynski, qui termine ici son run sur Spider-Man, et en même temps dessiné par Joe Quesada, qui était à l'époque le rédacteur en chef de Marvel, et qui avait relancé un petit peu Marvel au début des années 2000, notamment avec son Daredevil. Donc voilà un arc très important pour Spider-Man, assez controversé à l'époque, mais qui est en elle-même une histoire vraiment assez touchante, très très forte, où Spider-Man va devoir peut-être mettre sa relation avec Mary Jane en jeu pour pouvoir sauver Tante May. Donc voilà, je vous dis, si vous l'avez jamais lu, c'est un ouvrage assez touchant si vous aimez bien Spider-Man. Je vous dis peut-être un petit peu amer aussi sur certains côtés, sur certains choix éditoriaux de l'époque, mais maintenant que c'est passé, il nous reste l'histoire en elle-même qui est assez forte et très chouette pour tout fan de l'araignée. Hop, on retourne un petit peu sur quelque chose d'un petit peu plus léger avec le personnage de Deadpool et la sortie de l'ouvrage Il faut sauver le soldat Wilson, scénarisé par Duane Swetzinski,
et dessiné par Monsieur Pearson, et qui est un ouvrage qui va tenter de nous raconter les origines du mercenaire Disette. Cependant, eh bien, comme vous le savez, Deadpool est un personnage assez particulier, et notamment un personnage un petit peu mythomane, et le moment en fait où il va commencer à raconter à une audience américaine un petit peu ses origines liées à un crime de guerre qu'il aurait commis, disons, la vérité et la fiction vont s'entremêler, et il va être donné au lecteur eh bien, d'un petit peu percer les secrets du personnage de Deadpool. Du coup, c'est un arc vraiment très très chouette, du coup, comme je vous dis, qui raconte les origines du personnage et qui est vraiment une des excellentes sagas de Deadpool. Si vous avez un petit peu du mal avec le personnage, moi je saurais trop que vous conseiller cette histoire-là, parce qu'elle est à la fois eh bien, très exubérante, qui joue sur plusieurs niveaux de réalité, qui rend du coup hommage à toute l'excentricité du personnage, mais en même temps il y a un côté un petit peu tragique, assez chouette à découvrir, et du coup qui montre un petit peu les démons du personnage de Wade Wilson. Du coup, le Deadpool, il faut sauver le soldat Wilson, disponible dès maintenant. Et du coup, on conclut ce petit panorama des sorties avec le Venom versus Carnage de Peter Milligan et Clayton Crane. Du coup, une saga qui va nous montrer eh bien, la confrontation entre le père et le fils, entre Venom et Carnage, les deux symbiotes extraterrestres, et notamment dans un moment assez particulier où Carnage va être sur le point eh bien, d'enfanter un enfant à son tour. Un nouveau symbiote va naître, et il veut à tout prix l'exécuter avant que disons qu'il prenne entièrement sa puissance, parce qu'il a peur qu'une fois celui-ci eh bien une fois que son fils disons aura de la force, et bien qu'il se retourne complètement contre lui. Mais du coup, eh bien, Venom ne l'entend pas de cette oreille, et justement va chercher à protéger cet enfant de Carnage pour peut-être à son tour eh bien, pouvoir l'utiliser pour combattre Spider-Man ou le bon Cletus Cassidy. Donc, du coup, c'est un récit vraiment assez explosif, qui va vraiment à 1000 à l'heure, et qui montre la confrontation entre ces deux titans, mais qui est aussi vraiment assez intéressant, parce que l'auteur Peter Milligan, qui est à l'origine eh bien, un auteur anglais de la vague un petit peu de la British Invasion du début des années 80, et qui avait notamment bien, scénarisé la série sur X Statix au début des années 2000, qui est un auteur justement un petit peu punk, propose toute une réflexion un petit peu sur le rapport en fait d'un père à son enfant, tout un côté sur la généalogie qui est vraiment assez chouette, et qui est vraiment plutôt à propos sur le personnage de Venom et de Carnage. Tout cela est bien magnifié par les dessins de Clayton Crane, notamment eh bien, dessinateur du Ghost Rider de Garth Ennis, et qui partira plus tard chez Valiant pour dessiner Rai. Donc voilà, un excellent volume si vous voulez voir eh bien, les deux monstres goulus se taper sur la gueule. Donc eh bien voilà, beaucoup de choses cette semaine. J'espère que vous réussirez à trouver des trucs qui vous intéressent. Si c'est le cas, eh bien c'est dans le descriptif de la vidéo que ça se passe. Et sinon, eh bien je vous donne rendez-vous au 49 rue La Cépède à Paris. On aura beaucoup de plaisir de parler de tout ça avec vous. En vous remerciant.